Bonjour à tous. Bonjour, donc ça fait un moment qu'on s'était pas vu, on a pas mal travaillé ces derniers temps, et notamment avec l'Atem Mini Extreme ISO. Et du coup le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a apprécié avec, qu'est-ce qu'on aime moins avec l'Atem, avec un peu de recul parce que maintenant l'Atem ça va faire quoi 9-10 mois qu'on l'a depuis sa sortie. Et donc on a eu l'opportunité de beaucoup travailler avec, de l'utiliser dans de multiples situations. Et on va vous faire un petit retour d'expérience sur pourquoi on trouve que c'est une machine fantastique et en même temps, qu'est-ce qu'on trouve d'un peu limite sur cette machine, où est-ce qu'on s'arrête en termes de possibilités et qu'est-ce qu'on aimerait voir pour la prochaine génération d'Atem Mini. Donc ouais, c'est une super machine parce que c'est puissant, c'est léger, ça se bouge un peu partout. Nous, ce qu'on a kiffé faire par rapport aux Atem Mini Pro et Pro ISO qu'on avait avant, c'était de pouvoir faire une double réal pour les clients. C'est quelque chose qui est super demandé. Qu'est-ce qu'on appelle double réal? Notamment ouais, sur les conférences, ce qu'on fait, c'est qu'en conférence, il y a une partie de ce qui est réalisé, qui est diffusé en live pour un public qui n'est pas là, et ensuite il y a une partie des conférences où il y a un public en salle. Sauf que ce qu'on montre en salle et ce qu'on montre sur le live n'est pas forcément la même chose. Par exemple des PowerPoint ou ce genre de choses qui vont être diffusées sur des écrans annexes. Et alors Camille, comment techniquement on fait ça avec l'Atem? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une des deux sorties de l'Atem en HDMI pour diffuser, au lieu de diffuser du programme, on va le diffuser par exemple une sortie, la sortie 4, on va dire que c'est le PowerPoint. Donc on va mettre le PowerPoint du présentateur sur tous les écrans annexes dans la salle pour que le public le voit. Alors que pendant le même temps, on va faire notre réal ici pour les gens qui sont sur YouTube. Notamment avec ces boutons ici où vous avez les 8 entrées et vous pouvez sélectionner l'entrée que vous souhaitez envoyer dans le programme. Autre point, l'Atem est un appareil puissant mais super transportable. Donc on a pu l'emmener dans plein de sets, on l'a facilement, soit dans les sets où parfois j'étais tout seul, soit en équipe plus grosse où on avait besoin de plein d'opérateurs. Dans les petits sets, ce qui est pratique, c'est qu'on a pu avoir une config très professionnelle 100% sur batterie en branchant l'Atem avec des batteries Veloc. Ouais. Les FX Lyon, donc les Nano. On a ce petit adaptateur qu'on a trouvé sur Amazon, hein, qui est exactement la même chose, si je vous montre de plus près, qui est exactement la même chose que le branchement d'origine de l'Atem. Et au bout, on a un DTEP. Et le DTEP se branche sur les batteries Veloc. Donc l'avantage, c'est que ça, avec une batterie de 98 mWh, et ben, par exemple, on le branche dessus et l'Atem est suffisamment léger et consomme tellement peu qu'on peut l'alimenter avec les Veloc. Donc ça, c'est génial, ça veut dire qu'en fait, vous êtes n'importe où, vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez tout de même envoyer un signal avec l'Atem. C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone, vous avez le réseau 5G ou un routeur, par exemple. Vous avez des FX Lyon, des batteries donc Veloc. Vous pouvez alimenter votre Atem et donc après vous branchez votre caméra avec sa batterie et vous êtes totalement autonome. Et ça c'est ouf parce que cet été par exemple on était sur la plage du Festival de Cannes et on a pu diffuser en direct des images depuis la plage de Cannes et ça c'est quand même hyper agréable et on est en totale autonomie avec l'ordinateur à côté et ça prend l'espace d'un sac d'ordinateur. Alors du coup pour résumer, machine fantastique, machine puissante, machine transportable, machine qui permet par rapport à l'Atem Mini une double réal et ça c'est vraiment ce qu'on a apprécié de pouvoir faire qui était un peu limitant sur l'Atem Mini Pro. Machine avec super source quand même qui est vraiment pratique. Pour rappel, super source ça permet d'afficher à l'écran jusqu'à 4 images de source de votre Atem sur un petit carré, donc ça peut être deux intervenants qui se regardent, ça peut être une grosse bulle avec votre set complet et puis deux plans serrés de personnes. Enfin, les possibilités sont quand même très diverses et moi j'adore utiliser Super Source, notamment par exemple avec un plan où on aurait un PowerPoint et à côté en petit bien sûr la personne qui présente son PowerPoint, comme ça on voit les deux choses en même temps, c'est top. Donc là c'est les vrais plus je pense de l'Atem. Maintenant, il y a des limitations. Ouais, il y a des limitations qui nous commencent un peu à nous agacer sur certains points. Alors, on a une chose qu'on a commencé à résoudre, c'est le bouton, et je vais vous montrer ici, on a le FTB. Si je fais le FTB, je vous montre rapidement, ça nous fait ça. Ça fait un fondu au noir.
Et ça, c'est une catastrophe quand on a besoin de réaliser rapidement des choses, des cuts, etc. Parce que ce bouton, il est super mal placé. Et en fait, avec les doigts, dans la précipitation, dans l'obscurité, on a souvent tendance à appuyer dessus. Et donc, on gâche notre programme. En fait, on est obligé, quand tu es en live, c'est mort. Quand tu es en différé, tu peux le rattraper, mais il faut le rattraper au montage. Alors, pour résoudre ce problème, on a deux petites choses que je vais vous montrer là, qu'on a fait imprimer en 3D. Donc on a trouvé les plans sur internet tout simplement, c'est des petits boutons qui viennent se positionner ici au-dessus. J'ai simplement une sorte de cache pour protéger le bouton FTB. C'est un petit look un peu voilà. à la bouton de missile, donc si on veut faire des FTB, il faut le lever et le poser dessus. Et ça, il passe sur tous les boutons, donc tous les 3 gros boutons, plus les sources également ici s'il y a besoin. On peut venir cacher une entrée de caméra si on ne veut pas switcher dessus par exemple. Seule chose à noter, c'est qu'ils sont pas parfaitement, ils fitent pas parfaitement sur la thème. Nous on a récupéré des plans gratuitement sur internet. Il y aurait peut-être possibilité de retravailler légèrement pour que ce soit plus cintré. Et on a une autre problématique, c'est que c'est très fin. Sur le plan de base, c'est très très fin. Les charnières, franchement, c'est pas super solide, donc il faut y faire très attention. Ça mériterait peut-être d'être retravaillé légèrement. Mais vraiment, ça c'est cool. Ouais, on se demande pourquoi Blackmagic a mis ce bouton Fade to Black aussi gros et aussi proche du bouton Cut qu'on utilise vraiment tout le temps. Le bouton Auto, honnêtement, dans les réals aujourd'hui, on l'utilise très rarement. Je veux dire, jamais même. Personne n'a envie d'avoir un losange qui fait ça ou une sorte de view wipe qui fait très soap opéra, cheap. Là-dessus, donc à comprendre, à changer. Blackmagic, ce bouton-là, mettez-le en haut, mais en tout cas à changer. Autre frustration, le son. Ouais, le son. On a des vraies limitations en termes de son. Toi, par exemple, quand tu es à la régie, qu'est-ce qui t'embête en son, quand ça remonte et tout? Qu'est-ce qui est perfectible pour la thème? Bah alors, le son, c'est qu'on a tendance à penser que la thème, on voit qu'il y a accès avec je crois, 16 pistes ou 18 pistes qu'on peut avoir, en simultané. On se dit que c'est super, on n'a pas besoin d'une console son. Bon, la thème reste un mélangeur, une console son reste une console son. Et ça peut être frustrant et même très galère. Par exemple, dans une situation où il y a plein de micros, de se dire on va les brancher sur chacune des caméras, on va maximiser les entrées et d'après de les trouver où est le micro qu'on doit allumer ou éteindre, c'est une galère. C'est beaucoup de manipulation sur des boutons, si on vous remonte ici, qui sont quand même très petits, les entrées son, tout ce qui est la gestion du son, c'est quand même pas fou. Donc il n'y a pas trop la place de manipuler et ça peut permettre ça peut être propice à faire des erreurs de réalisation dans la mesure où c'est clairement pas destiné à gérer du son. Donc une console avec des boutons physiques pour moi c'est quand même l'idéal. Donc à pas négliger ce point-là pour le son. Et ensuite l'entrée, les jacks en 3,5 là, c'est pas... Voilà, c'est ça. On est sur une entrée mini jack qui est pas pro. Alors avec du matos comme on a sur les DSLR, on rentre les micros facilement. Maintenant, c'est vrai que quand on se retrouve pour se connecter sur une grosse console, c'est XLR à la rigueur gros jack. Si jamais vous récupérez le son d'un ingénieur du son sur un spectacle, par exemple, sur un concert. Quand vous allez lui dire que de sa console, il faut qu'il te sorte un mini jack, il va te regarder et il va un peu faire la gueule. Donc peut-être qu'on pourrait espérer pour la prochaine génération au moins un mini XLR ou un XLR en mono, ça peut déjà faire le taf, quoi. Franchement, un petit couple XLR. Un couple XLR à droite-gauche, ça serait bien. Ça serait un mini XLR. Ouais, c'est ça. Avec l'adaptateur qui va avec, s'il vous plaît. Avec Magic. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Et il y a un autre truc qu'on a découvert, mais qui est plus niche, c'est que les entrées 1 et 2 n'ont pas la même gamme de couleurs. C'est entrée 1 et 2 sur la table mini Extreme ISO, c'est entrée 1 sur les mini Pro, qui n'ont pas les mêmes gammes de couleurs, donc ça on le voit jamais, ça c'est pas un problème. En fait vous en rendez pas compte quand vous utilisez une caméra là comme nous on est en train de faire par exemple en 1.2 et tout, où on envoie du 1080, il n'y a pas de problème significatif. Vous allez le retrouver par exemple quand vous avez du HF. Ouais, le HF bug à chaque fois. C'est ça. Quand on envoie un signal d'une caméra sans fil sur les entrées 1 ou les entrées 2,
eh bien on se retrouve avec une sorte de false color vert, rouge. Et ça, c'est dû au profil, a priori, si on a bien compris, Ouais, la façon dont l'entrée 1 et 2 gèrent les couleurs. Oui, c'est ça, qui est différente des autres entrées. Donc on ne sait pas pourquoi c'est différent. Alors parfois, on a vu sur les forums, ça dit que sur l'entrée 1 et 2, on pourrait potentiellement utiliser des HDMI plus longs. Nous, dans notre expérience, franchement, on n'a pas vu la différence. C'est juste que nous, on utilise vachement les HF, et je sais que dès que je vais brancher les HF, je les branche en entrée 3-4, parce que 1 et 2, ça va être des couleurs juste du coup, c'est un vrai problème. Pour l'instant, on n'a pas les réals avec 6 ou 7 HF à la fois, donc on limite ce genre de choses, mais ça peut être un peu limitant pour certaines productions, il y a d'autres choses à faire. Donc voilà, je sais pas, Blackmagic, si vous nous entendez, essayez de régler ce problème sur les futures générations. Surtout peut-être c'est du logiciel, peut-être que c'est une mise à jour logicielle. Non, je crois que c'est vraiment physique. Ouais. J'avais eu Blackmagic au téléphone et il m'avait dit, il m'avait confirmé que l'entrée 1 à l'époque c'était pour l'Atem Mini Pro ISO, il m'avait confirmé que l'entrée 1 était différente parce que je crois qu'on captait plus une PTZ, une caméra sur une entrée avec une mise à jour, des choses comme ça, et il nous avait dit ouais non, elles sont codées différemment, elles sont physiquement différentes, l'entrée 1 et 2, et personne ne là pour nous dire pourquoi. En tout cas, à surveiller et en espérant que ces différences physiques ne soient pas, sur les prochaines générations, affectées également jusqu'à 8, parce que sinon ça empêcherait l'utilisation de HF par exemple. Si cette technologie, enfin, en tout cas si c'est différent technologiquement, si c'est appliqué aux autres ports. Quoi d'autre Nos attentes ouais. On en a déjà un petit peu parlé, mais nos attentes, ça serait du coup au niveau de la connexion son du XLR ou mini XLR. Un couple de mini XLR. Surtout qu'ici, on pourrait imaginer qu'il est quand même pas très gros, on pourrait avoir un petit peu plus de place pour rajouter quelque chose, ça ne nous dérangerait pas. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on peut se permettre de grappiller encore quelques centimètres pour rajouter des fonctionnalités de son là-dessus. Ensuite, en parlant de fonctionnalité de connectivité, ça serait peut-être quelques ports en SDI, parce que... 4 ports, ce serait bien, je pense. La moitié des 8 ports avec une double connexion SDI et HDMI, ce serait royal, parce qu'actuellement, on utilise soit des grilles où on rend du HDMI ou du SDI, on dispatch, et c'est parfois limitant. C'est vrai que sur certaines choses, quand on a besoin d'être rapide et on récupère des caméras, par exemple des caméras ciné qui ont des sorties SDI ou même les Blackmagic, sur certaines caméras, eh bien, on aimerait bien pouvoir se plugger direct en SDI, ça ferait gagner du temps, ça éviterait des petites bidouilles de convertisseurs Blackmagic vers HDMI, SDI, machin. Et puis il y a qui serait positif. Qui serait positif. Et puis il y a un problème physique avec les HDMI. Les HDMI ne peuvent pas être longs. Alors, on a une astuce de coyote. Mais non, mais les HDMI classiques que vous allez acheter sur Amazon, au bout de 10-15 mètres, 15 mètres ça marche encore. Jusqu'à 20 mètres ça va. 20 mètres c'est compliqué. 20 mètres déjà. 20 mètres c'est tendu mais ça passe. Ça passe. Et donc la solution qu'on a sur ça, nous qu'on pourrait vous recommander, c'est il y a des AOC qui fait des HDMI à base de fibre optique. Super fragile, par contre ça fait du 50 et du 100 mètres. Super cher. C'est très très cher. Et ça va que dans un sens, c'est-à-dire que vous avez une entrée et vous avez la sortie, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel bout du HDMI sur vos caméras, mais en tout cas ça marche. Nous on l'a utilisé, donc si jamais vous cherchez des astuces comme ça, le HDMI en 50 mètres, 100 mètres c'est possible avec de la fibre optique. Mais pour revenir à ce qu'on disait, le SDI ce serait quand même pas mal sur la prochaine génération, nous on aimerait bien ça. Pour ma part également, j'aimerais bien retrouver éventuellement un port SD à l'intérieur de l'Atem. Pourquoi ? Simplement pour avoir une sécurité d'enregistrement du programme. C'est-à-dire que les disques durs qu'on utilise en externe, là, les T5, sont très bien pour enregistrer les 8 caméras, les 8 sources individuellement, plus le programme, ça c'est top. Mais j'aimerais bien avoir une deuxième sécurité d'enregistrement qui soit interne à l'Atem. Si jamais le disque dur venait à être débranché par maladresse ou quoi que ce soit d'autre, il plante, j'en sais rien. Ce serait cool d'avoir quelque chose en interne, un petit port SD comme sur les... Aide-moi. Sur les hyperdecks. Sur les hyperdecks, merci. Comme sur les hyperdecks, ce serait top. Un petit slot SD, comme ça on met une petite 250 Go là-dedans et on est tranquille pour la journée. Quitte à ce que ça enregistre même pas tous les ports, mais qu'au moins ça enregistre au moins le programme. Ce serait bien. Ouais. Alors, un truc un peu frustrant, c'est que le Media Player ne peut enregistrer que des photos. Je sais que sur les Atem
un peu plus trapu, le Constellation, on peut enregistrer des petits clips, ce serait bien. Peut-être pas au niveau du Constellation, mais de pouvoir enregistrer quelques petits clips, ne serait-ce qu'une trentaine d'images qu'on pourrait juste avoir dans une banque, quitte à perdre. Pour jouer des transitions. Pour jouer des transitions, en effet. Donc juste quelques images, peut-être 50, 60, et qu'on puisse les mettre les unes derrière les autres dans une seule case, et comme ça en un bouton, on joue l'animation du Media Player. Ce serait pas mal. Moi j'ai une autre requête également, alors elle est peut-être farfelue, mais je trouve que ici, on aurait tout à gagner à avoir quelque chose qui ressort un petit peu ici, un petit écran LCD, une petite LED, un petit peu comme sur les HyperDeck également, une sorte de petit moniteur, pas très grand, et qui permettrait d'avoir les infos en fait. Moi je trouve que parfois on a les boutons, on voit, mais on n'a pas suffisamment d'infos. Et je pense que d'avoir ne serait-ce qu'une durée d'enregistrement comme on peut avoir sur le multiview, ce genre de choses, ce serait pas mal d'avoir un petit panneau qui indique que ça arrête bien en ISO, machin, qu'on est à le pourcentage d'enregistrement du disque. Enfin voilà, ce petit indicateur, un tout petit écran quoi. Un petit gros comme la montre, quoi, comme une Apple Watch, simplement un petit écran qui permettrait d'avoir ces infos. Je pense que c'est pas mal, ça se fait sur plein de choses, ça doit pas coûter très cher à mettre en plus. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, pour moi, ce serait quelque chose de cool. Et la dernière chose, mais je pense qu'ils viendront sur la prochaine génération. Ouais, ou dans 2 générations, et je pense qu'on est beaucoup à se le demander, c'est à quand le 4K Le 4K, ouais. Sur les ATEM. Sur les ATEM mini, ouais, ça serait chouette. Ça serait cool. Mais je pense que, franchement, ça doit être dans les tiroirs, parce que j'ai du mal à comprendre comment... ça peut pas être déjà prêt. Exactement, et ça, venant de la société qui sort la Ursa Mini 12K, je pense que le 4K, ils l'ont quelque part ça en doit tête. être dans les tiroirs. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de notre utilisation de l'ATEM sur 9 mois. On va vous faire d'autres vidéos sur l'ATEM, sur tout ce qui touche au live. Là, on est dans un bon mood de création, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Mettez des pouces bleus, ça va nous aider à monter la chaîne de plus en plus. Quoi d'autre? Et puis voilà, et ça nous motive, on est à dispo, vous posez vos questions, et puis on revient très vite avec de nouveaux sujets sur la thème, sur le live, et également sur la lumière. À bientôt. Ciao. Merci, ciao.